All right, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La danse de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, good morning all. As was discussed and agreed yesterday, the bench is sitting as a bench of two owing to the unavoidable absence of Judge Alexis Windsor, and as I say, which was agreed very helpfully by all parties yesterday. Yes, could we have the appearances? Defence, please. Good morning, Madam President. Good morning, Your Honor. Good morning, colleagues. Good morning to the public in the gallery. Together with Mr. Ali Mohammed Ali Abdelrahman present in the courtroom this morning, we have Thomas Châtelet, who is our intern in the defense team, Madame Marcela Velarde, Mr. Mohamed El Rai, Madame Eva Kalb, who are Assistant Evidence Reviewer, Mr. Ahmad Issa, our Case Manager, Audrey Matteo, our Legal Advisor, my co-counsel Yen Edwards, and myself, Cyril Lauchi. Thank you. Prosecution. Morning, Madam President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone. Julian Nichols with Allison Whitford, Ed Jeremy, Claire Sabatini, Diana Saba, and Rachel Mazzarella. Thank you. Thank you. And the representatives of the victims. Yes, good morning, Madam President, Your Honors, dear colleagues. Good morning to everyone in and outside of the courtroom. The participating victims this morning are represented by my Associate Counsel, Anan Shah. Behind me, my case manager, Saif Cassis, and also behind me, our visiting professional, Charlotte Imhof, and myself, Nathalie von Wistinghausen. Thank you. Thank you very much. Yeah, now, Mr. Leitch, before you carry on with your opening, I gather you want to raise a matter. Is it a matter that should be raised in private session? Yes, I think it's better to go in private session to discuss it. Yes, well, we'll do that briefly. Yes, private session, please.
We're back in open session, Madam President. Thank you. Merci Madame la Présidente. Je reprends la plaidoirie à l'endroit où je m'étais interrompu hier après-midi. Après avoir leurré le bureau du procureur et ses équipes en orientant leurs enquêtes vers un parfait inconnu, pharmacien de son État, les autorités soudanaises sont donc parvenues à accomplir le second exploit de faire obstacle en toute impunité à toutes les enquêtes de la défense de M. Abdelrahman. Si les droits fondamentaux de M. Abdelrahman dans son procès n'étaient pas en jeu, il conviendrait de leur tirer mon chapeau. Il faut dire que la défense a été bien isolée dans cette affaire. Le bureau du procureur ne va sans doute pas se plaindre d'un procès sans possibilité d'enquête de la défense et fait passer la conduite de ses propres enquêtes dans d'autres affaires avant le respect des droits de M. Abdelrahman. Ce n'est pas très compatible avec l'équité du procès et l'établissement de la vérité, mais si le bureau du procureur s'en souciait, nous le saurions. Le greffe, quant à lui, ne s'est visiblement toujours pas remis de la révélation, le 14 décembre 2020, par les écritures publiques numéro 231 de la Défense, de son manquement depuis 2005 à négocier un accord en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut, définissant le cadre légal des activités de la Cour au Soudan. J'ai peine à imaginer l'électrochoc qu'a dû être la lecture de la soumission 231 de la Défense dans les bureaux. La preuve en est que plus de 15 ans après la résolution 1593, le bureau du procureur s'est précipité à Khartoum pour y négocier un premier accord signé en janvier 2021, un mois plus tard, à peine. Et le greffe a quant à lui signé un autre accord le 10 mai 2021. On pourrait saluer l'efficacité, 1 mois d'un côté, 5 mois de l'autre, pour négocier et signer ces deux accords, mais on oublierait les 15 ans qui précèdent. Le greffe ne s'est sans doute pas non plus remis des écritures de la Défense relatives à la parfaite nullité de l'accord négocié et signé en urgence le 10 mai 2021. Et tous les efforts du greffe ont depuis consisté à dire et répéter que tout allait bien en matière de coopération du Soudan avec la Cour. Alors qu'au même moment, les demandes de visa de la Défense étaient systématiquement ignorées et ces demandes de coopération restaient sans réponse. Le greffe, particulièrement sa division des opérations extérieures, a ainsi fait preuve de complaisance coupable à l'égard des autorités soudanaises. Cette complaisance, elle avait pour objectif d'entretenir l'illusion que tout allait bien et que les conditions étaient réunies pour la conduite d'un procès dans une affaire soudanaise. Elle ne l'était manifestement pas. La Défense l'avait constaté dans son écriture du 5 octobre 2020, numéro 174, et n'a cessé de répéter cela depuis.
rompant avec sa neutralité, le greffe, je veux parler de la division des opérations extérieures, n'a en réponse eu de cesse que de soutenir l'exact contraire, afin de permettre la poursuite de ce procès envers et contre tout. Pourtant, les faits sont têtus. Ils ne peuvent pas être indéfiniment niés. Les faits sur lesquels s'appuie la défense pour démontrer la déficience de l'environnement légal de la présente affaire et l'absence de coopération du Soudan ne sont pas contestables. Là où nous divergeons avec le bureau du procureur, et qui demeure en débat, et qui devra éventuellement être tranché un jour par la Chambre d'appel, est la question des conséquences de ces faits sur l'équité du procès. Mais les faits, eux, sont établis, et je vais en évoquer 7 afin que le public puisse se rendre compte du fait qu'il ne porte pas à contestation. Premier fait, le Soudan n'est pas un État partie. Deuxième fait, le Soudan n'a pas passé d'accord régulièrement ratifié et publié relatif aux activités de la Cour sur son territoire en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut. Troisième fait, le Soudan n'a pas promulgué de loi nationale relative à la coopération avec la Cour, comme le requièrent les articles 87, paragraphe 5a et l'article 88 du statut. Quatrième fait, contrairement à ce que le Soudan a affirmé, sa loi nationale de juillet 2020 ne porte aucune mention d'une abrogation, d'une incrimination de coopération avec la Cour dans son droit national. Cinquième fait, la déclaration du Soudan, enregistrée auprès du secrétariat des Nations Unies le 26 août 2008, par laquelle il estime qu'il n'est lié par aucune obligation en vertu du statut de la Cour, n'a jamais été retirée. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation ou objection de la part d'un autre État, tels que par exemple les États qui avaient voté la résolution 1593. Elle demeure donc encore en vigueur à ce jour et il est très facile de la consulter sur le site du secrétariat des Nations Unies. Sixième fait, les autorités soudanaises ont fait à la défense l'insigne honneur de la communication du 12 janvier 2023 en réponse à ces demandes de transmission de documents, ce qui a compromis ainsi définitivement toute possibilité pour elle, pour la défense, d'enquêter sur son territoire. Et septième fait, les mêmes autorités ont fait basculer le Soudan depuis le 15 avril 2023 dans un conflit armé non international sanglant qui interdit toute mission de la Cour, a causé un effondrement quasi complet des communications téléphoniques ou Internet et qui rend impossible la mise en œuvre de la moindre mesure de protection des témoins sur son territoire, auquel la division d'aide aux victimes et témoins de la Cour n'a de toute manière plus accès depuis. Le constat de ces 7 faits suffit à démontrer que les conditions pour l'exercice de poursuites judiciaires et la conduite d'un procès dans la présente affaire n'étaient pas et ne sont toujours pas réunies.
C'est sur cette conséquence que nous sommes en désaccord, et c'est sur cette conséquence que la Chambre d'appel sera éventuellement appelée à se prononcer un jour. Mais j'insiste, nous pouvons être en désaccord sur leurs conséquences, mais la matérialité de ces 8 faits, elle, est établie. Nier ces réalités ne suffisait toutefois pas à maintenir l'illusion d'équité de la procédure. Il fallait bien trouver une explication pour que la défense ne parvienne pas à avancer dans ses enquêtes. Et puisque l'environnement légal déficient et la non-coopération du Soudan ne suffisaient pas à l'expliquer, il fallait trouver autre chose. Il fallait blâmer la défense pour la conduite de ces enquêtes. Voilà quelle a été la solution. Là où les visas n'étaient pas délivrés par le Soudan, la défense était blâmée pour son refus d'aller en mission et son incapacité à rechercher des solutions alternatives, telles que la conduite de ces enquêtes depuis des pays tiers. Le bureau du procureur le faisait bien, lui. Pourquoi pas nous? Le blâme de la défense, comme unique explication à l'absence d'avancée dans ces enquêtes en comparaison avec les enquêtes du bureau du procureur, n'est toutefois pas justifié pour au moins 3 raisons. Première raison, le bureau du procureur a réalisé de multiples missions au Soudan de 2005 à 2023. Les visas ont été régulièrement délivrés à ces équipes pour se rendre au Soudan et pour y mener des enquêtes. La défense, elle, n'a reçu de visa qu'une seule fois pour une durée de 30 jours au cours desquels elle a pu organiser une seule mission limitée à Khartoum. C'était en juin 2022. Deuxième raison, alors que la majorité des témoins de l'accusation font partie de la diaspora soudanaise, réfugiés en dehors du Soudan, ou bien des groupes de déplacés internes réunis dans des camps de déplacés et encadrés, quadrillés par des organisations non gouvernementales, les témoins de la défense, eux, continuent de vivre leur vie simple de citoyens soudanais au Darfour et ne sont pas accessibles de l'extérieur. Les clients de la pharmacie, les copains de régiment, les amis d'enfance, les membres de la tribu, voilà la population qui forme le vivier des témoins potentiels de la défense de M. Abdelrahman. Comme lui, ce sont de parfaits anonymes. La plupart n'ont jamais mis les pieds en dehors du Soudan, n'ont pas de téléphone, aucune organisation non gouvernementale ne s'occupe d'eux et n'est susceptible de servir d'intermédiaire pour les enquêtes de la défense. La seule façon de les identifier est de les contacter, autrement que par le biais limité des souvenirs de M. Abdelrahman et de ses contacts personnels, et d'aller les trouver là où ils résident. Et cela, la défense n'a pas été en mesure de le faire, jamais. Les autorités soudanaises l'en ont empêché. Troisième raison enfin, le bureau du procureur a disposé de pas moins de 16 années pour mener ses enquêtes et préparer sa preuve avant le commencement du procès. Il y a sans doute eu des hauts et des bas, mais c'est bien l'écart de temps entre le début et la fin.
Certaines de ces demandes de coopération ont été répondues par les autorités soudanaises, et cela finalement au gré des intérêts et de la stratégie de ces autorités, notamment lorsqu'il s'agissait de nourrir le procureur d'éléments de preuve pour accuser le bouc émissaire Abdelrahman. Le bureau du procureur a encore obtenu 6 mois de report pour l'audience de confirmation des charges en phase préliminaire, afin de poursuivre ces enquêtes. Et il les a poursuivies après l'audience de confirmation des charges. Je ne parle pas non plus de la somme astronomique de 39 millions d'euros de budget dépensé par le bureau du procureur dans la seule situation au Soudan de 2005 à 2022. En 2023, nous sommes sans doute encore au-delà. Cette somme est mentionnée au paragraphe 6 du rapport ICC ASP 21-6, consultable en ligne. Et en comparaison, eh bien, la défense, elle, n'a obtenu qu'un seul visa pour une durée de 30 jours, n'a disposé que d'un budget initial de 75 000 euros, qui a été une fois étendu pour les besoins de ces enquêtes, n'a reçu de réponse à aucune de ces demandes de coopération et n'a obtenu que des extensions de délai très limitées pour mener ses enquêtes et préparer sa preuve, alors même que le Soudan, où ces enquêtes devaient avoir lieu, était à feu et à sang depuis le 15 avril 2023 et qu'elle n'y avait plus accès. Alors, la situation qui prévaut au Soudan est-elle comparable à toutes les autres situations dans lesquelles s'inscrit la justice pénale internationale? Les risques encourus et les difficultés que l'on constate au Soudan pour enquêter sont-ils les mêmes que les risques et les difficultés encourus précédemment dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Sierra Leone ou dans les autres pays de situation de la Cour? Eh bien, il me semble que, à la seule exception des premières années de vie du tribunal pour l'ex-Yougoslavie et des bombardements de l'OTAN sur la Serbie en 1999, la justice pénale internationale n'a eu affaire pour ses enquêtes qu'à des situations post-conflit. Certes, ces situations n'étaient pas idéales, elles étaient déstructurées. Mon expérience personnelle m'a permis de connaître le Rwanda de 1995, la Sierra Leone de 2005 et le Kosovo de 2008. Mais nous n'étions pas en situation de conflit ouvert, comme c'est le cas aujourd'hui au Soudan. Jusqu'à l'ouverture de la situation en Ukraine, où aucune défense n'est à ce jour à l'œuvre, aucune situation devant la Cour, pas même le Mali, pas même la Libye, ne s'est déroulée en situation de guerre ouverte, comparable à celle que connaît le Soudan depuis le 15 avril 2023. La Cour n'y a pas accès et l'on souhaiterait que la défense y enquête, alors qu'elle ne bénéficie même pas du devoir de sollicitude, duty of care, que j'ai mentionné hier. Alors, face à l'exposé simple et cru de cette triste réalité, de cette comparaison entre, d'une part, le temps, les facilités et les moyens donnés au bureau du procureur, avec, d'autre part, le blâme réservé à la défense et l'inflexibilité à lui accorder le peu de temps qu'elle demandait pour continuer ses enquêtes, cette situation
résisterait-elle une seule seconde à un examen de l'équité de ce procès par un observateur raisonnable? La réponse est évidemment non. Dans cette affaire, l'équité du procès a été définitivement ruinée par toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. La Chambre ne sera naturellement pas d'accord avec mon analyse et il appartiendra à une autre Chambre de constater en son temps cette évidence. C'est une question de patience. L'évidence ne pourra pas toujours être niée. Elle est trop criante. Cela viendra. J'en passe à la présentation de la preuve de la défense. Malgré les difficultés que j'ai évoquées, la défense a conduit ses enquêtes, ou plutôt a conduit les enquêtes qu'elle pouvait. Ce que la défense a été en mesure d'accomplir dans ces conditions relève, je pèse mes mots, purement et simplement du miracle. Il a fallu pour cela tout d'abord un concours de circonstances inattendues et rocambolesques, survenu début juillet 2023, qui nous a permis de rétablir une communication limitée, mais une communication tout de même, avec l'un des lieux d'intérêt pour les enquêtes de la défense. Il a fallu ensuite le déploiement d'efforts acharnés de la part de chacun des membres de l'équipe de la défense, que je tiens ici à remercier et à complimenter individuellement pour leur dévouement continu. Et il a fallu ensuite le dévouement incroyable des témoins de la défense eux-mêmes, qui ont été prêts à prendre des risques incalculables pour rencontrer la défense en dehors du Soudan, alors que dans n'importe quelle autre affaire devant la Cour, ce qui est normal est que les témoins soient rencontrés, soient contactés, rencontrés, pris en charge au lieu où ils se trouvent. Rien de tout cela ne fait partie des conditions normales d'enquête devant la Cour. Quels que soient les résultats qui vont être présentés au procès, ils ne peuvent pas suffire à l'exercice du droit de M. Abdelrahman de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de faire comparaître des témoins à décharge devant la Cour en vertu des articles 67.1 B et E du statut. Le fait que la défense soit parvenue à accomplir des miracles ne change rien à cela. La défense soumet que le miracle ne peut pas être le standard applicable au respect du droit à un procès équitable devant la Cour. Le résultat de ces enquêtes est que le mémoire enregistré le 2 octobre 2023 et la plaidoirie que nous faisons aujourd'hui ont dû être préparés, au moins partiellement, en aveugle. Alors que la défense ne connaît même pas la totalité de la preuve qu'elle sera finalement, et espérons-le, en mesure de rapporter au procès. Nous avons mentionné cela dans notre mémoire du 2 octobre 2023, et les conséquences de cette situation, de devoir commencer la présentation de la preuve de la défense sans la connaître en totalité, seront adressées de façon plus complète et avec une vue d'ensemble de ces conséquences
dans le mémoire final de la défense. L'ambition de la défense dans la présentation de sa preuve est d'attirer l'attention de la Chambre sur le fait que l'affaire qui vous est soumise par le bureau du procureur est loin d'être aussi simple qu'il a tenté de vous le faire croire. Le bureau du procureur vous a présenté un scénario d'une désarmante simplicité qui se résume en une phrase. Un groupe de méchants miliciens arabes, désignés sous le terme magique de Janjaweed, se serait réuni sous le commandement suprême d'un Aguid al-Oghada, autre terme magique, nommé Ali Kushaib, pour attaquer ensemble, piller et persécuter la population four du Wadi Saleh et de Moukjar, en réponse à un appel à la contre-insurrection lancé par le président al-Bashir. La défense va s'efforcer d'apporter un peu de clarté sur les zones d'ombre de ce scénario simpliste, qui révélera que la réalité est un peu plus compliquée que ce que le bureau du procureur tente de vous faire admettre. La défense démontrera ainsi que les milices arabes, confusément qualifiées de Janjaweed par leurs détracteurs, appartenaient en réalité à des formations paramilitaires parfaitement définies. Les Popular Defense Forces, les Popular Police Forces et les Border Guards. Les personnes qui étaient recrutées dans ces formations intégraient les forces de réserve régies par une loi soudanaise de 1982, le Reserve Forces Service Act. Et elles étaient ensuite, de la réserve, affectées à ces différentes formations. Elles recevaient en échange de leur mobilisation une compensation ou un salaire qui était clairement défini et qui incluait également une indemnisation des préjudices éventuels que ces personnes subissaient en opération. Une blessure ou, dans le cas d'un décès, la compensation allait aux membres de la famille. On a beaucoup parlé de la confiscation des terres et de leur allocation. L'allocation des terres confisquées aux populations four a constitué l'un des aspects de la rémunération offerte aux membres de ces formations paramilitaires. Et elle a été coordonnée et légalement enregistrée au sein de l'administration de ces formations assurées par les forces armées soudanaises. Ces formations paramilitaires étaient encadrées par une hiérarchie claire et parfaitement organisée, avec une structure de commandement articulée au niveau fédéral, régional et local. Et dans cette hiérarchie, le titre de Aguid al-Oghada n'avait rien à voir, n'avait absolument pas sa place. Le titre de Aguid al-Oghada correspond, lui, à une fonction tribale. Au sein de certaines tribus arabes, un groupe de personnes se voit décerner la fonction de Aguid. Et ils élisent en leur sein celui qui va les coordonner, le Aguid al-Oghada. Cette hiérarchie coutumière n'a strictement rien à voir avec les hiérarchies en vigueur au sein des Popular Defense Forces, Popular Police Forces ou Border Guards. Le titre de Aguid al-Oghada n'implique d'ailleurs qu'une autorité très limitée au sein de la tribu à laquelle le Aguid al-Oghada appartient, et elle ne permet pas, ce titre ne permet pas d'exercer le moindre commandement en dehors, et encore moins au sein de formations paramilitaires répondant à la hiérarchie des trois organisations que j'ai citées.
Le bureau du procureur, son dossier a caricaturalement simplifié cette réalité complexe. Sa mise en lumière constituera le premier objectif de la présentation de la défense. Ni la matérialité des attaques, ni les souffrances des victimes ne seront abordées dans la présentation de la preuve de la défense. Et il y a une raison bien simple à cela, c'est qu'elles sont en dehors du champ de la défense de M. Abdelrahman. Le pharmacien de Garcilla ne dispose d'aucune information, aucune preuve sur ce qui s'est passé ou non à Kodoum, à Bindissi, à Moukjar et à Deledj. Il était dans sa pharmacie et il vendait des médicaments. Ou bien il se trouvait à des centaines de kilomètres plus loin, interné dans un camp d'entraînement. Il n'est donc pas en mesure de parler des événements décrits dans les charges. Tout ce dont il peut parler et sur quoi il peut rapporter de la preuve, c'est sur lui-même et son absence de lien avec les crimes. La défense a donc d'abord enquêté sur ce sur quoi M. Abdelrahman était en mesure de nous donner des éléments. Lui-même, le pharmacien de Garcilla, étranger à toute opération armée, survenue au Darfour en 2003-2004. Il fallait rechercher la preuve d'une vie sans histoire. D'aucuns diraient une petite vie bourgeoise, si cette expression très française pouvait revêtir le moindre sens au Soudan. C'est une preuve bien moins homérique que les récits de combats et d'exactions que l'on trouve dans la preuve du bureau du procureur. C'est une preuve également bien plus difficile à rassembler 20 ans après les faits, tant elle est anodine. La preuve que la défense devait rechercher est celle de non-événements qui datent d'il y a 20 ans. À la version soudanaise du vaillant petit tailleur des frères Grimm que j'ai mentionné hier, la défense devait répondre par le récit de la vie sans histoire de la version soudanaise de M. Bovary, de Gustave Flaubert. Autre registre, autre défi, M. Bovary n'est même pas le héros du roman dans lequel il apparaît. Qui, dans cette salle, peut se souvenir des non-événements de son quotidien d'il y a 20 ans? Nous souvenons-nous de combien de fois nous nous sommes rendus à la pharmacie en 2003-2004? À quelle date nous nous y sommes rendus? Si la pharmacie était ouverte ou pas? Qui y servait? Voilà la nature de la preuve dont avait besoin la défense dans cette affaire. À n'en pas douter, la nature de cette preuve constituait une difficulté supplémentaire pour ces enquêtes. Même en nous concentrant sur ce sujet, l'accès à la preuve était empêché par l'impossibilité de nous rendre sur les lieux de vie de M. Abdelrahman, en premier lieu Garcilla et Raad el-Baldi, où devaient se trouver naturellement les personnes qu'il avait connues et pouvaient éventuellement témoigner de ces non-événements anodins. Les témoins de la défense D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D11, D28, D29 et D32 sont les témoins de cette catégorie, que la défense a l'espoir de faire comparaître au procès. La défense s'est également employée à clarifier le contexte général des événements visés dans les charges, qui, comme je l'ai dit, est plus complexe que ce que décrit le bureau du procureur. Qui étaient ces mystérieux Janjaouid, ces diables à cheval?
que le bureau du procureur ne définit nulle part. Les témoins des 16 et des 17 apporteront leur connaissance sur cette question. Qu'est-ce que ce titre, non moins mystérieux, de Aguid al-Ogada, que le bureau du procureur ne définit que très succinctement et imparfaitement? Comment était-il désigné? Quelle était l'autorité de son porteur? Si la défense parvient à les faire comparaître, les témoins D01 et D03 donneront leur connaissance personnelle de ce que recouvre la réalité de ce titre. Puisque le titre tribal de Aguid al-Ogada, puisque le titre de Aguid al-Ogada est un titre tribal et que les milices Janjaweed étaient, selon le bureau du procureur, recrutées sur une base tribale, qu'en était-il de la tribu de M. Abdelrahman? Cette tribu a-t-elle participé à la contre-insurrection de 2003-2004? Un membre de cette tribu pouvait-il avoir joué un rôle aussi éminent que celui prêté à M. Abdelrahman en relation avec les opérations de la contre-insurrection? Le témoin expert, conjointement appelé par le bureau du procureur et la défense au commencement de ce procès, je veux parler du professeur Alex Deval, a déjà répondu négativement à ces questions. Si la défense parvient à les faire comparaître, les témoins D01, D02 et D03 corroboreront sa réponse par la preuve directe issue de leur expérience personnelle. Les crimes visés dans les charges étaient-ils incriminés dans le droit applicable au Soudan de l'époque? Existait-il une obligation d'obéir à un ordre de les commettre? À quoi d'éventuels contrevenants s'exposaient-ils? Les témoins D16 et D23 répondront à ces deux questions sur la base, l'un, de son expérience personnelle et directe, l'autre, de son expertise académique. Un mot enfin de l'alibi partiel, dont la défense a délivré préavis le 22 juin 2023. Ainsi que la défense le mentionne au paragraphe 24 de son mémoire du 2 octobre 2023, les limites rencontrées dans la conduite de ces enquêtes, exacerbées par le conflit armé actuel en cours au Soudan, font que nous ne sommes pas parvenus à rétablir le contact avec le témoin D13, qui est identifié comme le premier et principal témoin de l'alibi partiel de M. Abdelrahman. Le maintien de cet alibi partiel est donc conditionné par la capacité future de la défense à rétablir le contact avec le témoin D13, à le faire comparaître ou à identifier d'autres témoins potentiels susceptibles de corroborer cet alibi. La défense tiendra naturellement la Chambre et les parties informées des développements à venir en relation avec la défense d'alibi partiel de M. Abdelrahman. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Madame la Présidente, je propose de prendre la pause à ce stade, ce qui permettra à mon confrère Yann Edwards de commencer immédiatement après la pause avec l'exposé de la première ligne de défense. Oh pardon, non, excusez-moi. Erreur d'heure, nous avons jusqu'à 11 heures. Donc, mon confrère Yann Edwards, avec votre permission, va à présent prendre le relais. Yes, I think it is a bit early to take a break, Mr. Archie, so we'll Confusion. hear from Mr. Edwards.
Good morning, Madam President. Good morning, Judge Alipini Gansu. Good morning, Judge Alexis Windsor, who I know will be following us from afar. Good morning to friends and colleagues in and around the courtroom and to those in the public gallery. Most importantly, good morning to the people of Sudan who are watching from within or beyond the borders of that beautiful country. Salam alaikum. Your Honours, lead counsel has addressed you in some detail now about the difficulties encountered by the defence in carrying out its investigations. The fruits of our investigations, however, are much, much more meagre than we would like. At this stage in the proceedings, and in an ideal world, we would have wanted to be able to tell you about the many scores of witnesses that we had met with in Garcilla, in Yala, in Riyad al-Birdi, in El Obeid, and in Khartoum. In an ideal world, we would have wanted to be able to tell you today that we interviewed and took statements from many dozens of witnesses, and that we had then carefully and strategically sifted through those statements before making a final selection of the best 30 or 50 or 100 witnesses whose individual accounts, mutually coherent, complementary, consistent, corroborative, would be weaved together to create a rich and detailed tapestry on which the truth would be writ large. But we don't live in an ideal world. We have not been able to do what we wanted to do. Circumstances have not permitted us to place before you the evidence that this case requires and that our client deserves. We've had to do our best with the hand that we've been dealt. And you've heard already about the difficulties relating to non-cooperation from Sudan, save for one mission in Khartoum, the inability to go to Sudan, certainly the inability to access Darfur, and more recently, since the 15th of April of this year, a country on fire, essentially a failed state that is being torn apart by psychopaths who could not care less about the Sudanese people. We've not been able to get into Sudan, let alone Darfur. Meanwhile, there's been a mass exodus of those who are able to leave Sudan, both Sudanese nationals and foreigners. The embassies of the Netherlands, the United States, the United Kingdom, France, Canada, Switzerland, Sweden, the EU, I could go on, are all closed. There is not a single country whose travel advice is anything other than do not go to Sudan. And Your Honours heard on Wednesday and again yesterday from victims sharing their views and concerns. Your Honours heard about the dreadful security and humanitarian situation in Darfur from before the war, but certainly the situation has got worse since the outbreak of the war. Those victims' accounts very much chime with what our witnesses have told us. What is going on is nothing less than a catastrophe that the world's attention already appears to be turning away from. Now, against that background, of course, the impact the war has had on our investigations pales into insignificance when compared to the impact the war has had on people's day-to-day lives more broadly in Darfur.
Nonetheless, it has undeniably made our work so much harder. But through hard work, tenacity, creativity, and not some small sacrifice, we have been able to meet with some witnesses, and that is what I now intend to address your honours on now. Almost all of the defence witnesses we propose to call knew Mr. Abdulrahman in Darfur. Taken together, their testimony covers a substantial period of his life, from the 1970s until the moment he surrendered to the custody of this court. These witnesses all know Mr. Abdulrahman well enough to be able to speak about him with considerable authority, including about any nicknames by which he was known. These witnesses are all important because they support Mr. Abdulrahman's case that he is not and never has been Ali Kusheb. This is what we describe in our trial brief as the first line of defence. It is in some respects factually the most straightforward aspect of our defence. A reminder, the prosecution's case is that the Janjaweed commander, subject to these 31 counts in the document containing the charges, is called Ali Kusheb. That Ali Kusheb is a nickname, and that Ali Kusheb's real name is Ali Muhammad Ali Abdulrahman. But from his first hearing before this court, his initial appearance on the 15th of June 2020, a couple of days after his surrender, our client made it clear that he is not Ali Kusheb. When asked by the single judge on the 15th of June, His Honour Judge Aitala, to introduce himself, our client said this, unquote, "I can hear you. My name is not Kusheb. My name is Ali Muhammad Ali Abdulrahman. I repeat, Ali Muhammad Ali Abdulrahman. My name is not Ali Kusheb." His unambiguous denial that he is Ali Kusheb could not have been made clearer and could not have been raised earlier. Throughout the prosecution's case, the defence has challenged any and all testimony suggesting that Mr. Abdulrahman is Ali Kusheb. Now, and in the weeks and months to follow, the Chamber will hear positive evidence from as many witnesses as we have been able to marshal, all saying that Mr. Abdulrahman is not and never has been known by the nickname Ali Kusheb, that he is not and never has been Ali Kusheb. Witness after witness will testify that the only nickname by which he is known, by which he has ever been known, is Abu Nasser. A nickname arising out of the fact that his firstborn son is called Nasser. D1 is a high-profile witness from Riyadh al-Biadi. His family has known Mr. Abdulrahman for very many years. We expect D1 will say that he has never heard Mr. Abdulrahman refer to himself as Ali Kusheb, nor has he ever heard anyone call or refer to Mr. Abdulrahman as Ali Kusheb. The only time he will tell you that he heard the name Ali Kusheb associated with Abdulrahman was in the media and in the context of the prosecution's interest in arresting him. D2 similarly has known Mr. Abdulrahman as a family friend for many years, since childhood. He too will say Mr. Abdulrahman was never known as Ali Kusheb
only ever as Abu Nasser. D2 and others will come to court and will tell your honours that Mr. Abdurrahman was a simple man, not a rich man, who worked as a pharmacist in Riyadh al-Birdi and before that in Garcilla. That he was known as an honest man who could be trusted to mediate in local disputes. That he was often called upon by the community to do just that. D3 too holds a position of some prominence in Riyadh al-Birdi. He also has known Mr. Abdurrahman for many years. In fact, since their days in the Sudanese Armed Forces in the 90s. He has never heard Mr. Abdurrahman refer to himself as Ali Kusheb. He will testify that no one has ever called or referred to Mr. Abdurrahman as Ali Kusheb. We will call D5. He will testify that he has known Mr. Abdurrahman for not fewer than 25 years, well before, therefore, the events of 2003 and 2004. He knows and will tell you that Mr. Abdurrahman had a pharmacy for humans in Garcilla, that before then he had been in the army. He knows that Mr. Abdurrahman later joined the Central Reserve Forces. D5 will say, on oath, that he has never heard Mr. Abdurrahman refer to himself as Ali Kusheb, nor has anyone ever called or referred to Mr. Abdurrahman as Ali Kusheb. The only nickname by which he is known is Abu Nasser. Witness D4 gives evidence from a rather different perspective. He did not know Mr. Abdurrahman in 2003 or 2004. They only met in 2008. He worked with Mr. Abdurrahman in the CRF, and they spent many years together. D4 will testify that he never heard Mr. Abdurrahman refer to himself as Ali Kusheb. He will testify that no one ever called Mr. Abdurrahman Ali Kusheb or referred to him as Ali Kusheb. His nickname was only ever Abu Nasser. D4 will tell you that he only learned of any connection between the nickname Ali Kusheb and Mr. Abdurrahman through what he heard emanating from the court. Witnesses D6, D8 and D11 all share similar profiles, which I won't mention in open court due to concerns for their and their family safety. Suffice to say that two of these witnesses knew Mr. Abdurrahman from about 2004 until the time of his surrender to the court. But for his part, D8 has known Mr. Abdurrahman since the 1980s. Each of these three witnesses will appear before you and testify that no one has ever called Mr. Abdurrahman Ali Kusheb or referred to him as Ali Kusheb. They will say on oath that Mr. Abdurrahman is not Ali Kusheb. There's another witness who knew Mr. Abdurrahman from the 1980s, and that is D7. D7 is a retired military man who spent many, many years in close proximity to Mr. Abdurrahman. It's right to say that he will tell you that his dealings with Mr. Abdurrahman were less intense and less regular in the period 2003 to 2004. But nevertheless, he's able to say that in the years that he did know Mr. Abdurrahman, he never once called him Ali Kusheb, nor did he ever hear anyone call Mr. Abdurrahman Ali Kusheb. He too will swear on oath that Mr. Abdurrahman is not Ali Kusheb.
D32 is a rare witness for us. He will testify that he knew Mr. Abdulrahman from Garcilla, including during the period 2003 to 2004. He'll tell you that he knew Mr. Abdulrahman for almost his whole life. We say that this gentleman, D32, is one of the best placed witnesses, if not the best placed witnesses, from whom this trial chamber will hear in this case, in terms of who Mr. Abdulrahman is, in terms of his ability to tell you accurately and in detail about Mr. Abdulrahman's day-to-day activities in Garcilla in 2003 and 2004. If Mr. Abdulrahman had ever been known by the nickname Ali Kusheb before 2003, D32 would know about it. If Mr. Abdulrahman had been known by the nickname Ali Kusheb in 2003-2004, D32 would know about it. And this important witness will tell you on oath that Mr. Abdulrahman had not been. D32's knowledge of Mr. Abdulrahman extends well beyond 2004 by virtue of his employment. That employment granted him access to Mr. Abdulrahman on a regular basis and for a lengthy period of time. Your Honours will in due course hear about this in detail, but as with other witnesses, I simply can't go into those details in public for reasons of that witness's safety and that of his family. But if Mr. Abdulrahman had been known by the nickname Ali Kusheb after 2004, D32 would know about it. He will testify that never once, in the entire time that he knew Mr. Abdulrahman over many years, never once did he call Mr. Abdulrahman Ali Kusheb. Never once did he hear someone else call Mr. Abdulrahman Ali Kusheb, or hear Mr. Abdulrahman being referred to as Ali Kusheb. He too will say that the only nickname he ever heard anyone calling Mr. Abdulrahman was Abu Nasser. Abu Nasser and nothing else. The first time D32, in common with many other witnesses in fact, heard the name Ali Kusheb was in connection with the defendant and in the context of his surrender to the custody of the court. D32 will tell you that he did not know how he could go about alerting the prosecution that they had targeted and charged the wrong man on hearing of his arrest. D32 will describe himself as a simple man of some modest education. He doesn't know how this court works. The machinations of an international court in the Netherlands, some 8,000 kilometers away from his home in Darfur, is, he will tell you, something that he doesn't really understand and something that he cannot relate to. What he can relate to, though, as a Muslim of profound faith, is prayer. And D32 will tell you that all he thought he could do is pray for Mr. Abdulrahman, and that, as an innocent man, God would protect him. Now, I refer to D32 as a rare witness. I call him a rare witness because he was and is, to date, the only witness we have been able to access in Garcilla. We would
dearly have loved to call more witnesses from Garcilla, but it has, however, proved to be quite impossible. A number of the witnesses I have mentioned will also testify to say that during and after the attacks on villages in the Wadi Saleh locality, large numbers of Fur villagers left to seek refuge in safe areas elsewhere in Darfur, including in Riyad el-Birdi. A number of witnesses will testify that Mr. Abdulrahman and his family welcomed some of these displaced Fur into their own home in Riyad el-Birdi, providing them shelter, food, and human kindness. Now at this point, I'd like to move into private session, please, Your Honour, just for a few short moments. I apologise to those in the public gallery. It can't be avoided, I'm afraid. Yes, private session.
back in open session, Madam President. Finally, Your Honours will hear from a different kind of witness whose evidence will further undermine the prosecution's attempt to create a link between Mr. Abdulrahman and Ali Kusheb. Fiona Marsh is one of the UK's preeminent experts in the field of the forensic examination of documents, an area of scientific study in which she has worked and excelled for more than 40 years. She's been doing the job longer than most of our defence team members have been alive. Of most relevance to this case, she is an expert in the analysis of handwriting. She was instructed by the defence to examine what are purported to be two signatures written by Mr. Abdulrahman on two different documents. The first document, according to the prosecution, is a kind of laissez-passer dated, or that dates back to 2003. And the first question signature is on that laissez-passer. Its ERN for the record is DAR OTP 02203921, and Your Honours may recall that it was mentioned or referred to in the evidence of witnesses P922 and P913. The defence's position is that Mr. Abdulrahman did not sign that laissez-passer. The second questioned signature is found at the end of what purports to be a handwritten note of an interview with Mr. Abdulrahman, an interview by Sudanese national investigators from November 2006. The ERN of that document is DAR OTP 0218-0231. The defence's position is that Mr. Abdulrahman was not interviewed by Sudanese investigators at any point. He did not write his signature at the foot of that note. We say that the signature was written by someone else and is a forgery. Ms. March compared these two signatures firstly to each other, and secondly to a number of known signatures written by Mr. Abdulrahman. Fiona Marsh will come to court and she will tell you what her conclusions were. And I quote that firstly, there is very little, if any, similarity between the two question signatures, and there is no evidence to indicate that the two question signatures were written by the same person. Secondly, there is no evidence that the questioned signature on the laissez-passer document was written by Mr. Abdulrahman. And thirdly, that the November 2006 signature lies outside the range of natural variation that she found in the limited sample of known signatures examined, and that she is unable to determine with any degree of certainty whether or not Abdulrahman wrote the signature on the November 2006 document. Ms. March considered the following three possibilities for these findings. These hypotheses were as follows: that the similarities found between the known and questioned signature are purely coincidence, and the questioned signature on the November 2006 document was written by someone other than Abdulrahman. The questioned signature is a poor copy of the normal signature of Abdulrahman by someone familiar with his signature. Thirdly, that Abdulrahman wrote the questioned signature, but this signature lies outside the range of natural variation found in the limited sample of his known signatures that she examined. Ms. March, the court may feel, fairly states that she's unable to determine which of these alternatives is the most likely. But we would say that another way of putting it is, each alternative is as likely as the others. So, to conclude
on this first line of defence, Your Honours heard evidence from witnesses over the course of the prosecution's case that Mr. Abdulrahman and Ali Kusheb are one and the same person. Over the course of the defence case now, you will hear from a number of other witnesses saying precisely the opposite. And those witnesses who will testify that Mr. Abdulrahman has never been known as Ali Kusheb, is not Ali Kusheb, say so from a far better vantage point than the prosecution witnesses. The defence witnesses, taken together, have known Mr. Abdulrahman longer. The defence witnesses know Mr. Abdulrahman better. And we say that the evidence of the defence witnesses, once you have heard it, no doubt, once it has been tested by my learned friends, we say that that evidence is to be preferred over any contradicting evidence called by the prosecution. The defence witnesses are for the most part in a perfect position to know if Mr. Abdulrahman is or was ever called Ali Kusheb. If he truly were Ali Kusheb, the defence witnesses we will call would know that he is, but they will tell you that he is not. And after hearing from the defence witnesses, even though, I repeat, nowhere near as many as we would have liked to call, and nowhere near as many as Mr. Abdulrahman deserves, you will place those witnesses' evidence in the balance and weigh them against the evidence of prosecution witnesses, who for their part say they believe Mr. Abdulrahman and Ali Kusheb are the same person. But we're confident that after finishing your careful analysis, you will conclude that the prosecution has not satisfied you to the high criminal standard, that beyond reasonable doubt Mr. Abdulrahman and Ali Kusheb are the same person. Once you arrive at that determination, as we say you must, there will be no need to go any further. You will acquit, and you will be perfectly entitled to acquit Mr. Abdulrahman of all the counts in the document containing the charges. If, however, you find beyond reasonable doubt that Mr. Abdulrahman and Ali Kusheb are the same person, that would not be the end of the matter, we say. There would then be what we have called the second line of defence to deal with. It is to that second line of defence I now turn, although I see the hour and this is a natural point to pause. Probably is, Mr. Edwards, even though it's slightly early. Yes, all right. We'll adjourn now until 11:30. All right, veuillez vous lever.